Manon Aubry, s'il y a un Premier ministre LFiste, enfin insoumis avec un gouvernement qui sera mis, visiblement tout le monde vous censurera. Il y aura une censure. Gérald Larcher l'a dit, Gabriel Attal le dit, visiblement aussi, Gérald Darmanin. Et nous, on a fait un peu les calculs. C'est vrai que ça risque de tomber, ça peut tomber. Ce sera une censure de la démocratie. Tout simplement, puisqu'il y a un bloc politique qui est arrivé en tête, n'en déplaise à Gérald Darmanin, à Emmanuel Macron ou à Gabriel Attal. Il s'appelle le nouveau Front Populaire. Et le nouveau Front Populaire doit gouverner puisque c'est le bloc politique qui est arrivé en tête. Ce serait la première fois dans l'histoire de la Ve République que le bloc politique qui est arrivé en tête aux élections législatives n'a pas la possibilité de gouverner après. Et je vois bien que le chef de l'État, vous avez vu, personne n'a gagné et il n'y a pas de majorité. Non mais personne n'avait gagné en 2022 dans ce cas-là puisque personne n'avait de majorité absolue. Je vois bien que les macronistes sont un peu accrochés comme une moule à son rocher au pouvoir politique. Mais il faut qu'ils reviennent à la réalité. Ils ne peuvent pas passer en force comme ils le font. Sinon, faute de quoi, ce serait un coup de force anti-démocratique, contre la démocratie, contre l'expression populaire de dimanche dernier. Et moi, j'en appelle assez solennellement aux électrices et aux électeurs du nouveau Front Populaire, à qui je veux dire... Vous appelez à manifester, comme Manuel Bompard, par exemple, qui disait il faut aller manifester. C'est pas moi qui appelle à manifester, il y a des organisations qui appellent à manifester. C'est le cas de la CGT, c'est le cas d'organisations de jeunesse. J'ai vu qu'Alternative étudiante, par exemple, appelle à manifester ce dimanche à 18h ou 19h, je crois, à la Bastille, à Paris. Je crois qu'il y a des rassemblements qui s'organisent aussi un peu partout en France dans le week-end, à l'occasion du 14 juillet. Parce qu'il va falloir que le peuple s'en mêle pour que le résultat, le verdict des urnes ne soit pas effacé et soit respecté par ce président de la République qui manifestement a bien du mal avec la démocratie, n'a eu de cesse de brutaliser le Parlement ces dernières années en multipliant les 49-3 et qui, cette fois-ci, veut non seulement brutaliser le Parlement, mais aussi veut brutaliser le vote des Françaises et des Français. J'ai conscience que nous n'avons pas de majorité absolue. J'en ai conscience. Et ça veut dire qu'il faudra gouverner certainement d'une manière bien différente de la manière avec laquelle les macronistes ont gouverné. Ça veut dire quoi, gouverner de manière différente? Ça veut dire ne pas passer en force, ça veut dire ne pas multiplier les 49-3, ça veut dire essayer de reparlementariser la vie politique. Mais vous savez, nous avons... Vous dites, il n'y aura pas 49-3, on avait Aurélie Trouvé sur ce plateau qui n'était pas aussi direct que ça cette semaine, qui disait s'il faut passer la réforme des retraites, on peut très bien le faire aussi, nous, par 49-3. Je pense qu'il y aura une majorité à l'Assemblée nationale pour défaire la réforme des retraites, comme il y a une très large majorité dans le pays contre cette réforme des retraites. Je rappelle que cette réforme des retraites s'est faite sans vote à l'Assemblée nationale et contre 90% des salariés dans notre pays avec des mobilisations massives comme on n'a jamais eu. Il est temps que ça change. Il est temps que, enfin, le gouvernement soit à l'écoute des Françaises et des Français et gouverne aussi de manière différente. Par ailleurs, on peut aussi, dans une forme différente de faire de la politique, faire appel à des référendums pour les éléments politiques les plus importants de notre projet et sur lesquels on pourrait appeler et consulter les Françaises et les Français. Il faut repenser notre façon de faire de la politique. C'est ce que disent aussi ces élections, qui donnent un paysage politique assez morcelé. Et de nouveau, j'en ai conscience. Mais on ne peut pas faire abstraction du premier fait politique. Dimanche dernier, le nouveau Front Populaire est arrivé en tête et les macronistes ont perdu. Ils ont perdu. Il est temps qu'ils s'en aillent. Ils ne peuvent pas rester au pouvoir de manière complètement antidémocratique. Maintenant, il est temps qu'ils rendent les armes, qu'ils renoncent à ce coup de force démocratique, qu'ils nomment un Premier ministre qui soit issu du nouveau Front Populaire. Et si après, ils veulent faire tomber ce gouvernement... c'est ça, parce qu'il y a une grosse majorité là. Je suis respectueuse de la démocratie, y compris des institutions démocratiques, même si nous demandons un passage à une 6e République, ce que par ailleurs pose aussi cette impasse politique dans laquelle on est. Mais si demain, nous avons un gouvernement du nouveau Front Populaire et que les macronistes et l'extrême droite s'allient ensemble pour faire tomber ce gouvernement, eh bien, qu'ils l'assument, nous le respecterons. Donc vous êtes prêt à essayer, c'est-à-dire si on vous dit go, et même si ça dure 3 jours, vous êtes prêt à y aller et à faire si nous allons au gouvernement, et à en subir les conséquences. Nous allons abroger la réforme des retraites, nous allons bloquer les prix des produits de première nécessité, nous allons faire le SMIC à 1 600 € net, que le Rassemblement national et les macronistes assument de faire tomber notre gouvernement sur ces mesures. Eh bien, tout le monde montrera son vrai visage. En ce qui nous concerne,
il est très clair, notre vrai visage, il tient dans le programme du nouveau Front Populaire. C'est pour ça que nous avons été élus et c'est pour ça que nous allons former un gouvernement. Mais vous seriez plus crédible si vous aviez une incarnation, premier point. Deuxièmement, attendez, laissez-moi terminer, je ne pas longtemps. Là, vous n'avez toujours pas, et tous les jours on nous dit ça avance, ça avance. Alors, on va y venir, Nicolas. Ouais. J'ai juste une question avant. Est-ce qu'il aurait dû nommer le chef de l'État? Il y en a beaucoup qui le disent. Hein. Il y a par exemple Dominique de Villepin, il aurait dû faire ça, parce que voilà, c'était ça, c'était la loi, enfin la loi, il n'y a pas vraiment de loi, mais voilà, l'usage, c'était justement de nommer ce NFP. Et il y a même d'autres personnalités qui disent qu'il fallait nommer Jean-Luc Mélenchon, voir que ça ne marchait pas pour qu'il ressorte par le haut, grandi peut-être, entre guillemets, Emmanuel Macron. Sauf que les cas précédents que vous évoquiez, historiques, il y avait une majorité. Là, il n'y a pas une majorité, ils sont arrivés en tête, c'est tout à fait exact. Mais sans majorité aucune. Et en plus, quand vous dites que les Français ont voté pour votre programme, c'est faux. C'était aussi faux quand Emmanuel Macron disait on a voté pour mon programme, donc je fais ma réforme des retraites. C'était pas vrai. C'était un mensonge. Écoutez, mais c'est la même chose. Ils ont voté contre Marine Le Pen. Non, tout. ils sont. Pardon, mais je pense qu'ils ont aussi voté contre la retraite à 64 ans. Non, mais c'est très majoritaire dans le pays. Vous nous voyez, nous, être élus, je finis juste là-dessus, être élus, être arrivé en tête aux élections législatives, former un gouvernement la semaine prochaine, et une fois qu'on a formé ce gouvernement, dire qu'on renonce à l'abrogation de la réforme des retraites, à la hausse du SMIC, qu'est-ce qu'ils vont penser nos électrices et nos électeurs? Ils vont dire on a voté pour vous, mais vous appliquez pas votre programme. Pire encore, mon inquiétude, si le président de la République ne nomme pas un Premier ministre issu du nouveau Front Populaire, qu'est-ce qu'on va dire à la démocratie, aux électrices et aux électeurs? Vous vous déplacez, vous votez, vous placez le nouveau Front Populaire en tête, mais ce nouveau Front Populaire n'a pas la possibilité de gouverner. Vous imaginez à quel point, et c'est pour ça que j'en veux terriblement Emmanuel Macron, il abîme la démocratie, il la détruit en faisant ça. Il détruit la confiance que vont avoir les gens dans la démocratie. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut que là, on s'en mêle tous. Il y a péril en la demeure. Ne pas respecter le choix, l'issue des urnes, ce serait mais sans précédent dans notre histoire. Donc oui, il faut qu'on se fasse entendre d'une manière ou d'une autre. Et c'est pour ça que je saluais la mobilisation des syndicats de jeunesse, des syndicats de travailleurs, pour dire, au bout d'un moment, respectez-nous. C'est une histoire de respect de la démocratie. Mobilisation et pas marche. Alors, on voit les images en direct de Gérald Darmanin sortir de cette réunion à l'Élysée et rentrer au ministère de l'Intérieur, place Beauvau. Alison Dassin, on reviendra bien évidemment sur cette réunion dans un second temps. Vous dites mobilisation, manifestation et pas marche, comme l'avait peut-être maladroitement qualifié Adrien Quatennens dans un premier temps. Écoutez, d'abord, on n'est pas maître de la mobilisation sociale. Les syndicats choisissent leur modalité. La CGT appelle à une mobilisation le 18. Donc ça doit passer obligatoirement par la rue, finalement. Pardon ? Ça doit passer obligatoirement par la rue. Écoutez, tout monarque républicain que Emmanuel Macron il soit, il n'a pas encore interdit le droit de manifester. Mais donc tant mieux si le droit de manifester est respecté. Et je le dis qu'à moitié en rigolant, parce que je ne sais pas si vous avez vu ces dernières heures, le président de la République et ce gouvernement profitent de leurs dernières heures de gouvernement pour faire passer les pires choses. Ils viennent d'annoncer, je veux lancer l'alerte solennellement, Bruno Le Maire vient d'annoncer 5 milliards d'euros de coupes budgétaires supplémentaires qui s'ajoutent aux 15 précédentes. Donc on va arriver à 20, voire à 25 milliards d'euros de coupes budgétaires, et c'est une cure d'austérité comme jamais on a vu. Ce sont nos services publics. Vous pensez que c'est pas anodin? Les conséquences. Non, je pense que c'est pas anodin. Ils font aussi passer plusieurs décrets. Il y a notamment un décret pour la suspension du repos hebdomadaire dans les vendanges. Donc ils s'attaquent au droit du travail, ils s'attaquent à la démocratie, ils s'attaquent aussi au code de l'environnement en proposant des dérogations dans les projets industriels, ils s'attaquent à nos services publics avec ces coupes budgétaires. Le pire du macronisme est en train de se dérouler sous nos yeux, sans légitimité démocratique. Donc oui, il est normal qu'on soit en colère et qu'on utilise tous les moyens démocratiques simplement pour que le scrutin, l'issue des urnes soit respectée. Est-ce que l'étape numéro 1, c'est pas déjà de présenter un Premier ministre? J'entends, et on y arrive j'entends. En fait, la base de tout ça, si le président, à un moment donné, intervient, s'il y a toutes ces lettres et toutes ces démarches, c'est parce que vous, peut-être, au jour 1, après ces législatives, vous auriez pu et dû présenter un nom qui aurait dû peut-être être réfléchi avant. Ah oui, le temps ne joue pas en votre faveur. D'abord, vous m'accorderez que le président de la République, la moindre des choses qu'il aurait dû faire, s'il était respectueux de la démocratie, c'est nous appeler. Mais il appelle qui ?
Il peut contacter les dirigeants politiques du nouveau Front Populaire. En l'occurrence, il peut contacter Manuel Bompard, qui est le dirigeant politique de la première force politique du premier bloc politique, donc la France. Ce qu'il avait invité à Saint-Denis finalement, aux rencontres de Saint-Denis. Exactement. Et on ne va pas me faire croire que le président de la République n'a pas le numéro de téléphone des dirigeants politiques d'opposition. Donc d'abord, il aurait pu commencer par cela. Il ne l'a pas fait. Pire encore, il a dit à Gabriel Attal, non, tu restes Premier ministre. Donc d'abord, on a un premier problème qui n'est pas de notre fait, première chose. Deuxième chose, bien entendu, j'entends, il faut un nom d'un Premier ministre et je vais au-delà, il faut la composition exacte d'un gouvernement. Nous y travaillons, vous l'avez compris, des heures entières depuis lundi. Pourquoi nous allons y arriver. C'est compliqué. Alors d'abord, pourquoi on n'aurait pas pu le faire exactement avant lundi ? Une petite pause. On va écouter ce que disaient par exemple ces personnalités du nouveau Front Populaire ce matin, parce que c'est vrai que Sandrine Rousseau, elle s'impatientait. Il y avait Fabien Roussel, aussi Cyril Châtelain. Les électeurs aussi s'impatientent. C'est tout à fait compréhensible. Écoutons notamment Marine Tondelier, ce qu'elle disait avec Manuel Bompard. C'était ce matin dans les différents médias. On avance. Je dois le dire. Je dois dire aussi qu'on avance dans une atmosphère très constructive. C'est sérieux, c'est concentré. Tout le monde a envie d'aboutir. Mais je suis désolée de vous annoncer que c'est normal que ça prenne un peu de temps parce que on est dans une situation qui est très atypique. Je préfère ne pas fixer, si vous voulez, de deadline moi-même parce que je sais qu'après, il peut y avoir plus de temps nécessaire pour la discussion. Quand on va annoncer le gouvernement, est-ce qu'il y aura un effet waouh? Les gens vont dire... OK, il se passe un truc. Ouais, c'est nouveau. Ouais, on a envie. Ouais, on pense qu'ils vont y arriver. Il y a un mélange de réassurance, mais de surprise. Un mélange d'ancien et de nouveau. Un truc surtout d'envie. Et c'est pas parce qu'on n'y arrive pas, c'est parce qu'on veut faire les choses bien. Manon Bry, pourquoi ça prend autant de temps ? Ça prend autant de temps parce que d'abord, il fallait tenir compte des rapports de force exacts issus de l'élection de dimanche dernier. C'est pour ça qu'on n'aurait pas pu annoncer une composition exacte d'un gouvernement pour répondre à votre question avant lundi, puisque on ne savait pas l'issue exacte des urnes avec le nombre de députés par groupe parlementaire. Donc d'abord, il a fallu se mettre d'accord sur une méthode de travail pour la composition de ce gouvernement. Ensuite, sur le cadre de ce gouvernement, est-ce qu'on veut un gouvernement resserré ou un gouvernement large et quels sont les différents types de portefeuilles? Deuxième étape. Troisième étape, ensuite l'équilibre des forces entre le Premier ministre, les différentes positions de ministres et puis dans un deuxième temps, les responsabilités aussi à l'Assemblée nationale. C'est à cette troisième étape que nous sommes désormais. Et oui, ça prend un peu de temps, parce que vous imaginez bien que réussir à avoir le détail de la composition entre différentes forces politiques qui sont des forces qui certes ont travaillé très bien ces 3 dernières semaines, mais qui ont été pris de court par ces élections législatives, c'est normal. Dans d'autres pays où les élections étaient prévues à l'avance, en Allemagne, en Belgique ou que sais-je encore en Europe, et je le dis d'autant plus en tant que députée européenne, ça a pris des mois entiers. Je vous rassure, ça ne prendra pas 2 mois. Je souhaite que ça arrive le plus rapidement possible. On pourrait l'avoir ce soir ou en fin de semaine prochaine ou lundi. À chaque fois qu'on vous donne un horaire précis, on va nous dire est-ce que c'est respecté. Donc je suis vigilante. J'ai dit dans les prochaines heures au sens large. Non, mais c'est normal parce que je sais qu'il y a un niveau d'attente qui est fort auprès de nous. Et je veux dire à ces gens-là qu'on le prend très au sérieux. On ne le prend pas par-dessus la jambe en mode on va le faire, on va s'amuser. C'est pas un jeu auquel on joue. On n'est pas Emmanuel Macron qui est un peu fâché d'avoir son jouet cassé en disant je peux plus gouverner la France et moi je veux garder mon jouet. Nous, c'est pas un jeu. On essaie de le prendre très au sérieux pour avoir la proposition la plus aboutie, la plus crédible possible. Ce que vous nous dites, c'est que non seulement on aura le nom du Premier ministre et on aura la composition gouvernementale, tout va sortir au même moment. En tout cas, on souhaite avoir une composition par formation politique. C'est la manière dont on travaille pour le moment, sans forcément mettre des noms en face de chaque ministre à ce stade. De chaque parti. Mais il est évident, quand vous composez un gouvernement et que vous avez 4 forces politiques, que vous n'allez pas décider qu'il y a une force politique qui est tout. Vous l'avez bien compris. Et pour le reste, je suis vigilante, et vous l'avez compris, et j'ai à cœur de maintenir l'unité du nouveau Front Populaire. À chaque fois qu'on dit un nom, une composition, même nos attentes, je pourrais vous dire mes attentes personnelles, mais même ça, je ne vais pas le faire. Parce que moi, je veux même ça, je ne vais pas vous le confirmer. Ça veut dire quoi? Mais pourquoi avoir avancé les noms de Mélenchon et Mathilde Panot qui sont les noms qui C'est normal que quand on est la première force politique du nouveau Front Populaire, on fasse plusieurs propositions de noms, y compris pour dire s'il y a un nom qui pose plus problème que d'autres, on en propose d'autres. Maintenant, je ne vais pas vous confirmer les noms qui ont été posés sur la table. Non, mais on va les dire quand même. À ce que ces discussions restent à huis clos. Il y a plein de possibilités qui sont envisagées.
qui est la démonstration, en tout cas, de notre part, et là je parle au nom de la France Insoumise, qu'on a envie que ça arrive, on a envie que ça aboutisse. Et dans ces noms, il y a Jean-Luc Mélenchon quand même qui est toujours là. Je ne vous dirai rien. D'accord. Je ne vous dirai rien. C'est bien essayé, mais je ne vous dirai rien. Non, mais parce que je suis respectueuse de la manière dont les discussions se déroulent entre nous, respectueuse de ma propre formation politique, mais aussi de nos amis, de nos camarades, de ceux avec qui... Non, mais vous m'auriez répondu non si jamais. Pardon ? Jean-Luc Mélenchon est bien dans les noms proposés. Je ne vous dirai pas, vous avez bien essayé, vous pourrez répéter. Est-ce que je ne vous dirai pas les noms qui ont été proposés sur la table. Vous êtes d'accord avec les socialistes, notamment Pierre Jouvet, qui dit voilà, une figure socialiste est de nature à rassurer. Écoutez, sous-entendu par rapport à un Premier ministre venu de... C'est un fonctionnement qui consiste à l'exclusive. Et donc, vous avez vu ce fonctionnement à l'exclusive, la manière dont il s'est traduit en pratique. Au début, on a dit tout sauf Jean-Luc Mélenchon. Après, il a été dit tout sauf un insoumis. Après, quand vous écoutez Gérald Darmanin, il dit tout sauf un insoumis ou un écologiste. Et maintenant, c'est je veux alerter mes camarades et mes amis socialistes. À la fin, ça pourra se terminer par tout sauf un socialiste. On le sait très bien parce que le président de la République, dans sa lettre, a été extrêmement clair. Pour vous, il a le mérite de la clarté. Il ne veut pas d'un gouvernement issu du nouveau Front populaire. Pour vous, c'est toute la gauche quand il fait sa lettre, le président de la République, parce que mais bien sûr, il ne tient pas compte du résultat des urnes. Et pour le coup, si vous écoutez Olivier Faure, il a été aussi très clair. Il a dit c'est le périmètre du nouveau Front populaire. C'est lui qui est arrivé en tête dimanche dernier. On ne va pas commencer à faire des combines d'appareils de couloirs qui dénatureraient les choses politiques avec les macronistes. À partir du moment où c'est le nouveau Front populaire, c'est tout le nouveau Front populaire et rien que le nouveau Front populaire. Et donc, vous avez vu depuis une semaine, ils n'ont de cesse d'essayer de nous diviser. Et je veux dire aux électrices et aux électeurs qui s'impatientent, et c'est normal, regardez, ils tentent d'essayer de nous diviser, ils n'ont pas réussi. C'est la preuve que le nouveau Front populaire peut tenir, qu'il est fort. Et moi, j'y crois dur comme fer, parce que j'ai vu les gens venir me voir dans la rue en disant « lâchez pas, nous décevez pas », et j'ai envie de leur dire « je vous jure, on va pas vous décevoir, on continue à essayer de tout mettre en œuvre, à la fois pour avoir un gouvernement le plus fort possible, mais aussi pour demander des comptes au président de la République, parce que je veux bien qu'on passe des heures à parler du nouveau Front populaire, mais la responsabilité, elle est du côté d'Emmanuel Macron, parce qu'il refuse de reconnaître sa défaite et de nommer un gouvernement issu. Alors Manon Aubry, vous n'êtes pas divisé, mais il y a quand même des divisions au sein même de... Quand on lit le papier d'Antoine Oberdorf dans l'Opinion... Non, Antoine Oberdorf a fait une enquête très fouillée dans l'Opinion. Il nous parle de ces divisions quand même, entre Manuel Bompard et entre Olivier Faure, par exemple. Mais ce qui se passe quand même, c'est d'abord l'illusion des macronistes d'arriver à diviser le nouveau Front populaire. Là, à court terme, il y a des tensions quand même. C'est parfaitement illusoire. Les tensions existent, mais il y a une règle d'or à gauche, et quiconque suit un peu la vie des gauches le comprend très vite. Celui qui rompt l'unité et donne le sentiment au peuple de gauche d'avoir rompu l'unité a perdu. Voilà, c'est comme ça, c'est une règle qui prévaut. Alors après, arriver à refiler de la part des socialistes la responsabilité de la cassure aux insoumis ou vice-versa, ça sera peut-être le jeu auquel ils se livreront si les négociations n'aboutissent pas. Ouais. Pour l'heure, ce qu'on peut dire, c'est que effectivement, tout le monde est arc-bouté sur ses positions. D'une part, on a des insoumis qui nous disent que le privilège d'envoyer un candidat à la primature leur revient parce qu'ils ont le plus gros groupe parlementaire. Aujourd'hui, 74, peut-être plus dans les heures à venir s'ils reçoivent des recrues. Et les socialistes, eux, disent qu'effectivement, le seul profil acceptable, le plus gros caillou, comme ils le disent, qu'ils peuvent mettre dans le jardin d'Emmanuel Macron pour lui faire accepter une nomination à Matignon, c'est un socialiste. Ouais. Donc si vous voulez, quand vous avez des ennemis héréditaires, qui s'affrontent de cette manière, chacun campant sur ses positions et n'étant pas disposé à céder du terrain, effectivement, c'est un petit peu compliqué. Ce dont on ne parle pas dans cette affaire, et qui pourrait, entre les deux frères, quelque part, les deux petits frères qui cherchent à s'étriper, celle qui pourrait s'ériger en position de grande sœur et ramener un peu de paix dans tout ça, mais qui ne veut pas trancher, c'est Marine Tondelier, c'est l'écologiste. Les écologistes sont tout le temps flottants, mais alors tout le temps. Lors des négociations NFP, ils se sont plutôt ralliés du côté de la France Insoumise pour arrimer aux discussions le noyau dur mélenchoniste, et c'est ainsi que Manuel Bompard a pu venir au siège des Verts et que les négociations ont eu lieu. Là, cette fois-ci, c'est la Suisse. Ils ne savent pas encore de quel côté ils vont trancher. Et trancheront-ils ? On ne sait pas. Ce que je peux vous dire, c'est que du côté du Palais Bourbon, on a affaire à des parlementaires, et là de tous bords, des parlementaires socialistes, des parlementaires écologistes, communistes, qui disent « Mais attendez, moi en fin de semaine, là, je rentre en circo. On va me tenir comptable
les 7,5 millions d'électeurs de gauche, le fameux peuple de gauche, on va me tenir comptable de ne pas avoir donné de solution, de ne pas avoir donné un nom de Premier ministre. Parce que, effectivement, avant d'attendre quoi que ce soit d'Emmanuel Macron, on pourrait dire aux responsables de gauche, mais aidez-vous un peu et peut-être qu'Emmanuel Macron vous aidera. Alors, on va écouter Marine Tondelier, parce qu'elle reconnaît, implicitement peut-être, mais on va l'écouter, que c'est serré, justement. Ouais. Et elle appelle peut-être à un autre type de fonctionnement. Écoutons Marine Tondelier ce matin. Si depuis 4 jours, on met ce critère sur la table et qui discrimine rien parce que tout le monde se revendique d'être le plus gros groupe, bon bah on voit bien qu'il va peut-être falloir passer à d'autres critères. Précisément. S'il y a un groupe qui pèse 2 fois plus que tous les autres réunis, alors c'est un critère évident, il n'y a pas d'autre solution, on ne se pose même pas la question. Ce que je veux dire, c'est que s'il y a 2 ou 3 de plus à LFI ou 2 ou 3 de plus au Parti Socialiste... Le fait qu'il y ait arbitrage vidéo, qu'on se repasse le film, qu'on essaye de compter, de recompter, ça montre que ce n'est pas un critère évident. Et d'ailleurs, s'il était si évident que ça, il aurait déjà tranché la situation depuis longtemps. Il faut peut-être changer de méthode alors du coup. Non, écoutez, s'agissant de la méthode, pour le coup, c'est quelque chose sur lequel on avait échangé, y compris avant. Visiblement, là, vous voyez, c'est pas si net, non ? Oui, pour le coup, je suis d'accord avec l'analyse d'Antoine Oberdoff là-dessus. Ils posent problème, les écologistes ? Non, ça non, personne ne pose problème. Ouais. Personne. Je vais mettre les choses au clair. Non, mais je vous pose personne ne pose problème. Et pour le coup, je pense pas que nous sommes des ennemis héréditaires. On veut gouverner ensemble pour changer la vie des gens, pour rétablir l'ISF, pour augmenter le SMIC, pour mieux partager les richesses dans notre pays, pour faire la planification écologique, pour abroger la réforme des retraites. Tout ça, c'est inhérent à notre projet politique et on n'en déviera pas, que vous soyez socialiste, écologiste, communiste. Et c'est là où Manon Aubry, pardon je vous coupe, mais c'est là où les macronistes se trompent de bataille, parce que c'est très important à comprendre. Jean-Luc Mélenchon fait office de paratonnerre pour des raisons bien compréhensibles, qui touchent à sa diabolisation accélérée des derniers mois. Mais en vérité, il sert aujourd'hui de paratonnerre, Jean-Luc Mélenchon. La bataille culturelle, sur le plan programmatique, elle a été gagnée par la France Insoumise. Il suffit de regarder le programme du Nouveau Front Populaire et de le mettre en comparaison avec le programme présidentiel de Jean-Luc Mélenchon, le programme de l'avenir en commun, pour le comprendre. Si demain, c'était un socialiste qui officiait à Matignon, les mesures n'en seraient pas moins radicales. Et d'ailleurs, Olivier Faure, dans l'hypothèse même où il n'y aurait pas d'accord au Nouveau Front Populaire, je suis prêt à vous prendre le pari qu'il ne rejoindrait pas les rangs macronistes dans un gouvernement de coalition pour la simple et unique raison. Ouais. Moi, je vous le parie. Ça fait 7 ans qu'Olivier Faure, depuis qu'il est arrivé à la tête du Parti Socialiste en tant que premier secrétaire, n'a eu d'autre obsession que de replacer le Parti Socialiste sur la gauche et de solder l'héritage de François Hollande. Il ne va pas aller dans une expérience gouvernementale éphémère dilapider ce capital. C'était la victoire d'ailleurs, la première victoire de la NUPES, c'est d'avoir permis à la gauche de clarifier sa trajectoire politique, d'assumer une rupture pour celles et ceux qui ne l'avaient pas encore fait. Pour nous, on n'avait jamais fricoté avec les macronistes, mais une rupture définitive avec la Macronie pour dire très clairement, en fait, nous n'avons rien à voir avec eux. Et c'est pour ça que tous les scénarios qui consistent à dire il faut quelqu'un plus macrono-compatible, en fait non, on va appliquer le programme du Nouveau Front Populaire. Donc en toute hypothèse, ce sera ça notre Premier ministre, ce sera ce programme-là. Ensuite, il faut trouver un équilibre des forces internes dans lequel tout le monde se retrouve. On y travaille, on avait posé des règles collectives, j'entends que certains veulent les changer, c'est dommage, mais c'est pour ça qu'on essaie quand même de trouver un fonctionnement et une arrivée, un atterrissage collectif dans lequel tout le monde se reconnaisse, parce que ce qui compte à la fin, c'est qu'on puisse gouverner et on n'en démordra pas, et je vous jure qu'on ne va pas abandonner. Alison. 2 questions pour vous. Tout d'abord, est-ce que, on l'entend par exemple du côté des socialistes, est-ce que vous excluez de, in fine, passer par un vote interne pour la désignation de ce Premier ministre ? Le problème du vote, de manière très concrète, c'est que si vous votez sur le Premier ministre, dans ce cas-là, il n'y a pas de raison que vous ne votiez pas sur le reste des ministres. Et vous comprenez bien que si vous faites un vote, dans ce cas, il peut y avoir une formation politique qui l'emporte pour le Premier ministre et pour l'ensemble des autres ministères. Notre objectif n'est pas avoir quelque chose qui divise, mais quelque chose qui rassemble. Est-ce que vous n'allez pas y être obligé ? Non. Parce que ça je pense qu'on va y arriver. Je pense qu'on va y arriver. Notre Premier ministre, mais au-delà, l'ensemble des ministres, ils devront former le gouvernement de l'ensemble du Nouveau Front Populaire. Il ne devra pas y avoir, et j'entends que certains journalistes tentent de monter les uns contre les autres, etc. Non, ce sera un gouvernement du Nouveau Front Populaire. Et donc c'est pour ça qu'il doit y avoir une composition consolidée, qu'on ne peut pas s'amuser à séparer là, comme un gâteau et à se dire on va voter sur ça, on va voter sur ça, et avoir une logique d'affrontement. C'est cette logique qu'on essaie de dépasser. Alors je sais que c'est de faire de la politique de manière un peu différente que du rapport de force permanent.
J'espère qu'on va y arriver, on va y arriver. Pour que... Il y en a qui ne l'excluent pas. Par exemple, un qui n'est plus dans votre famille politique, mais Alexis Corbière le disait cette semaine. Au final, ces négociations, ça fait aussi appareil politique et tambouille interne. Et au final, un vote, ça a au moins la cohérence d'être assez clair et de savoir combien de personnes ont voté pour tel mouvement. Je vous ai expliqué la difficulté d'avoir quasiment une scission du nouveau Front populaire à l'heure où on est en train de le créer. Et donc c'est pour ça qu'il faut arriver à une proposition consensuelle et c'est pour ça que des discussions ont lieu. Moi je suis très optimiste que nous allons y arriver et que de cette manière-là, tout le monde se retrouvera dans la composition de ce nouveau Front populaire. En revanche, là où je suis d'accord avec vous, c'est que le nouveau Front populaire il ne doit pas appartenir que aux forces et aux directions politiques. Raison pour laquelle nous en appelons aussi aux syndicats, aux associations, à la société civile dans son ensemble, qui a permis de faciliter la création du nouveau Front populaire pour leur dire mêlez-vous-en et ne laissez pas Emmanuel Macron passer en force, refuser le verdict des urnes, l'effacer et refuser de nommer un Premier ministre et un gouvernement issu du nouveau Front. L'autre question qu'on se pose, c'est est-ce que les écologistes, dans tout ça, vous doivent quelque chose? Puisqu'on sait qu'ils ont eu un nombre de circonscriptions aussi grâce à vous. Et qu'il y a des municipales. Et qu'il y a des municipales derrière. Est-ce que vous estimez que les écologistes doivent être reconnaissants? J'essaie de ne pas être dans un rapport qui est très tambouille politique en plus de je t'ai fait ça, je te dois ça, etc. C'est la réalité de la politique. Oui, mais la réalité de la politique, moi, la raison pour laquelle je fais ça, et ma réalité en tout cas, et c'est le cas de beaucoup de personnes qui sont engagées, c'est d'abord de changer la vie des gens. Donc on essaie de trouver le meilleur chemin pour changer la vie des gens sans renier notre ambition politique et en le rendant possible de manière organisationnelle. Donc je suis d'accord avec vous, il y a un moment, vous avez des discussions d'organisation. Mais je n'ai pas envie de fonctionner en mettant au pied du mur tel ou tel de nos partenaires. Vous voyez, je suis garante à cette unité. Je pense que la France insoumise a fait la démonstration qu'on était prêt à beaucoup pour faciliter l'organisation et la mise en place de ce nouveau Front populaire, y compris en disant redonnons plus de 100 circonscriptions sur lesquelles on était candidat en 2022 pour 2024. Donc nous avons renoncé à 100 candidatures pour dire ok, il faut que tout le monde s'y retrouve, faisons de la place aux autres. Et c'est nous qui avons fait ce plus grand pas, alors que c'est vrai que c'était pas nous qui étions le plus en difficulté après les élections européennes, c'était les écologistes. Mais je n'ai aucun regret là-dessus. Aucun regret. Parce que ça a facilité la mise en place immédiate du nouveau Front populaire et que ça a facilité derrière la défaite d'Emmanuel Macron, dont le premier pari était quand même que nous ne unirions pas à la suite de la dissolution. Donc on a réussi ce premier pari. On a réussi un deuxième pari qui était celui de remporter ces élections, je rappelle, en déjouant l'ensemble des pronostics, l'ensemble des instituts de sondage. Notre troisième pari, et quand je regarde les deux premiers, je me dis que c'est quand même le plus facile, c'est la composition du gouvernement et faire revenir à la raison Emmanuel Macron pour qu'il respecte le verdict. Mais alors, si vous entendez si bien avec les socialistes, pourquoi avoir dit non à la possibilité pour Olivier Faure de devenir Premier ministre? C'est le premier point. Le second point, vous dites tout à l'heure là, que les socialistes étaient arrimés à un programme de rupture, etc. On a bien vu aux élections européennes qu'il y a une aspiration aussi à la social-démocratie qui est forte chez les socialistes et que demain, ils pourraient céder à nouveau à cette aspiration social-démocrate et vous laisser là pour vivre d'autres aventures. Ouais, c'est aussi une des raisons pour lesquelles, pour être honnête, je pense qu'il vaut mieux un Premier ministre insoumis si on veut avoir de la certitude sur le respect du programme. Mais je ne leur ferai pas ce procès à ce stade, y compris au vu de leur déclaration publique où ils ont dit qu'ils resteraient fidèles à ce programme. J'ai la faiblesse de penser qu'ils y croient, et pour ceux qui y croient pas, qu'il y a un principe de réalité politique où le macronisme est balayé. Donc moi, je suis assez confiante sur notre capacité collective à faire tenir ce programme. Maintenant, laissez-nous quelques heures encore pour essayer d'arriver à une composition finale de ce gouvernement. On y arrivera, et c'est normal que dans ce cadre, la France insoumise dise on est le plus gros groupe politique, il faut qu'on ait un certain nombre de responsabilités. Et les socialistes disent autant, mais à la hauteur de leur groupe politique. Et à la fin, on arrivera à un équilibre global dans lequel tout le monde se... Même si vous voulez pas, Manon Aubry, me donner de nom, est-ce que vous êtes pour le fait que le nom de Jean-Luc Mélenchon soit porté dans le débat? Moi, je suis pour qu'on ait un gouvernement dans lequel tout le monde se retrouve. Donc, il est normal que dans les hypothèses, il y ait celui qui a fait 22% à l'élection présidentielle. Il est aussi normal que ce ne soit pas la seule hypothèse. Voilà, il a dit, je ne m'impose pas. Je ne m'élimine pas. Et il s'élimine pas. Vous ne dites pas non. Donc,
mais il fait partie des hypothèses. Mais c'est là où je pense que on fait la démonstration qu'on est prêt à jouer le jeu. On a fait plusieurs hypothèses. Au besoin, on en fera d'autres. Mais on est déterminé à faire en sorte que ça fonctionne. Je ne peux pas vous le dire autrement que cela, et ça démontre, je crois, notre crédibilité dans notre démarche. Et je vais vous dire, à la fin des fins, je comprends l'impatience, y compris des journalistes et a fortiori des électeurs. Des Français, voilà, et c'est pour ça que je ne vous en fais pas le procès. Mais ce qui compte, c'est est-ce qu'on aura un gouvernement qui est prêt avant le vote à l'Assemblée nationale la semaine prochaine à la désignation de la présidence de l'Assemblée nationale, puisque c'est à ce moment-là que le gouvernement sera vraiment démissionnaire et qui devra partir après avoir fait les pires décrets qu'on puisse imaginer. Et est-ce que notre gouvernement est prêt à ce moment-là ? Je vous le dis, il le sera. Et est-ce qu'on est prêt à transformer la vie des Françaises et des Français ? Il y a eu une telle joie le 7 juillet dernier qui s'est exprimée dans la rue, dans les urnes et en particulier dans la jeunesse, que je suis sûre qu'à ce moment-là, de nouveau, les électrices et les électeurs verront qu'on est à la hauteur de l'histoire. Une telle volonté aussi de faire barrage au Rassemblement national. Très vite, Antoine. Oui, je me mets simplement à la place de nos téléspectateurs. Il y en a sans doute qui se demandent pourquoi Emmanuel Macron ne nomme pas un Premier ministre de gauche à Matignon si c'est un tel bourbier, s'ils vont au casse-pipe, qu'il soit renversé en 2 temps 3 mouvements. Il n'est pas exclu qu'effectivement vous soyez suffisamment populaire, mais il n'est pas exclu non plus que les quelques degrés, particulièrement les marqueurs de rupture que vous entendez cranter tout de suite, vous veuillent d'être renversés. Donc voilà, pourquoi, alors que la pression populaire s'accroît, alors qu'on a un Dominique de Villepin et bien d'autres personnalités qui disent l'esprit des lois commande qu'Emmanuel Macron fasse appel à un Premier ministre de gauche, pourquoi ne le fait-il pas ? Je pense que c'est un doute qui reste dans la tête de pas mal d'électeurs, et y compris d'ailleurs d'observateurs politiques. Merci beaucoup Manon Aubry d'être venu.